Je vais terminer l'unité en parlant des réactions de neutralisation. Donc, on a déjà vu les réactions de neutralisation à l'unité 2 quand j'avais parlé des réactions de déplacement double qui forment de l'eau. Parce que dans le fond, une réaction de neutralisation, c'est juste une sous-catégorie d'une réaction de déplacement double formant de l'eau. Comment est-ce qu'on a une réaction de neutralisation? Bien, pour avoir une réaction de neutralisation, il faut qu'on ait un acide qui réagit avec une base et que dans le fond, l'acide va être annulé par la base et vice-versa. Comment est-ce que ça va être annulé? C'est qu'ils vont réagir ensemble. Les cations vont s'échanger de place, comme on l'a indiqué dans les réactions de déplacement double, pour pouvoir former de l'eau et un sel. Une réaction de neutralisation peut donc être représentée à l'aide d'une équation chimique, comme par exemple ici, le NaOH qui est une base, parce que tu as les ions hydroxyde OH- qui donnent les propriétés basiques, réagit avec l'acide chlorhydrique aqueux, qui est un acide, pour pouvoir former du chlorure de sodium et de l'eau par cette réaction de neutralisation. On peut par contre représenter les réactions de neutralisation aussi avec une équation ionique. C'est-à-dire que si on regarde l'équation ionique de la réaction, l'hydroxyde de sodium aqueux est aqueux. Donc, techniquement, les ions sodium sont aqueux et les ions hydroxyde sont aqueux et donc ils se sont dissociés complètement. Parce que rappelez-vous que l'hydroxyde de sodium, c'est une base forte et donc va se dissocier complètement en ces ions. C'est-à-dire que je peux représenter l'équation par NaOH. Si je mets ça dans de l'eau, ça va donner du Na plus aqueux plus du OH moins aqueux. Rappelez-vous que toutes les réactions de neutralisation impliquent des solutions aqueuses parce que ça implique des acides et des bases et tu ne peux pas avoir une base ni un acide sans que ça soit dissocié et dissous dans l'eau. L'acide chlorhydrique, lui aussi, va être aqueux. Ça veut dire que quand tu mets de l'acide chlorhydrique dans de l'eau, ça va donner des ions H+ aqueux, ce qui donne les propriétés acides, d'après Arrhenius, plus l'anion Cl- aqueux. Donc, techniquement, on peut représenter le NaOH aqueux par sa forme dissociée et l'acide chlorhydrique aqueux par sa forme dissociée dans ton équation ionique. Lorsqu'ils réagissent, ils vont former de l'eau, qui est un liquide et donc qui n'est pas aqueux, et c'est pour ça que c'est un composé moléculaire qu'on met comme étant intact et non dissocié sous forme d'ion, et des ions sodium et chlorure, parce que le chlorure de sodium est aqueux, ce qui veut dire que les ions sodium et les ions chlorure sont séparés l'un de l'autre dans la solution et se sont dissociés. Donc, on peut représenter l'équation, comme on a vu à l'unité 2, par une réaction chimique équilibrée. Maintenant, on a une équation ionique qui, elle aussi, est équilibrée. On sait que l'on peut simplifier l'équation en prenant l'équation ionique et en éliminant les ions spectateurs. Ça veut dire les ions qui ne sont pas transformés lors de la réaction. Le sodium n'est pas transformé lors de la réaction puisqu'il reste aqueux et sous forme d'ion sodium. Le chlore reste aussi aqueux et sous forme d'ion sodium, donc n'est pas transformé. Donc ça, c'est des ions spectateurs. Ce qui nous indique que dans le fond, une réaction de neutralisation est représentée par cette équation-ci. Et dans le fond, toutes les réactions de neutralisation vont être représentées par cette même équation, où les ions hydroxyde aqueux réagissent avec les ions hydrogène ou les protons aqueux pour former de l'eau à l'état liquide. Maintenant, si je vous donne un autre exemple de ceci, on vous dit le nitrate de barium, donc BaNO3,2 aqueux, réagit, donc ça c'est la première partie, réagit avec l'acide nitrique HNO3 aqueux pour pouvoir former naturellement de l'eau, parce que c'est une réaction de neutralisation qui est à l'état liquide, plus... oups, je me suis trompée dans mon équation. J'ai mis le produit final comme le réactif. Donc, on recommence. On a l'hydroxyde de barium, BaOH2 aqueux, réagit avec l'acide nitrique HNO3 aqueux. J'aurais dû réaliser ça parce que le nitrate de barium, c'est pas une base. Ça réagit pour pouvoir former ton nitrate de barium, donc BaNO3,2 aqueux, plus de l'eau à l'état liquide. Donc là, on a notre réaction de neutralisation.
on a une base qui réagit avec un acide en solution aqueuse pour pouvoir donner un sel et de l'eau. Maintenant, cette équation-là n'est pas équilibrée. Il faut que l'on mette un 2 ici. Ça va nous donner 2 nitrates, 2 nitrates. 2 hydrogènes plus 2 hydrogènes, ça fait 4 hydrogènes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette un 2 ici. Et ça donne 2 oxygènes, donc notre équation chimique maintenant est équilibrée. Donc ça, c'est notre équation chimique équilibrée de la réaction de neutralisation que l'on peut transformer en une équation ionique. L'hydroxyde de barium aqueux, c'est des ions barium qui sont aqueux, en présence d'ions hydroxyde dans la même solution qui sont aqueux. Et l'acide nitrique, c'est des ions hydrogène aqueux qui réagissent avec des ions nitrates ou qui sont en solution avec des ions nitrates aqueux. Ils vont réagir pour donner des ions barium aqueux plus des ions nitrates aqueux plus de l'eau à l'état liquide. L'équation ionique nous permet d'identifier des ions spectateurs, donc le barium n'a pas été transformé, les ions nitrates n'ont pas été transformés, donc on peut les éliminer, ce qui nous laisse notre équation ionique nette, qui est 2 ions hydroxyde réagissent avec 2 ions hydrogène ou 2 protons pour donner 2 molécules d'eau. Et dans cette situation-là, on peut voir que les coefficients sont tous 2, ce qui veut dire qu'on peut diviser les coefficients par 2 pour avoir les plus petits coefficients, ce qui va nous donner l'équation nette encore plus simplifiée, qui est celle-ci, et qui est exactement la même que j'avais obtenue lors de mon autre réaction de neutralisation. Et ça, c'est parce que toutes les réactions de neutralisation, dans le fond, c'est des réactions entre les ions hydroxyde de la base qui réagissent avec les ions hydrogène de l'eau pour donner de l'eau. Ou pas de l'eau, de l'acide pour donner de l'eau. Et donc, toutes les équations ioniques nettes de toutes les neutralisations devraient être OH- aqueux plus H plus aqueux donne H2O. Maintenant, on peut déterminer la quantité d'un acide ou la concentration d'un acide inconnue, donc c'est la concentration qui est inconnue, d'un acide qu'on connaît, en utilisant la réaction de neutralisation à partir d'une certaine quantité d'une base dont la concentration est connue, et vice-versa. C'est-à-dire que si on a une base dont la concentration de la base est inconnue, on peut déterminer sa concentration avec un certain volume d'un acide dont la concentration est connue pour pouvoir utiliser la réaction de neutralisation pour trouver sa concentration de cette base. Donc, cette réaction-là va nous servir, peut nous servir en chimie pour être capable d'identifier la concentration de certaines solutions acides ou basiques. Cette réaction-là s'appelle un titrage ou une réaction acido-basique parce que tu te sers de la propriété de ta réaction de neutralisation pour être capable d'obtenir des réponses que tu cherches. Le titrage acido-basique va se faire à l'aide de cet appareil de titrage. Généralement, on va avoir un Erlenmeyer dans lequel on va ajouter, donc c'est dans l'Erlenmeyer que l'on va mettre un volume connu d'un acide ou une base, mais ça doit être l'un ou l'autre, qui est dont la concentration, ça c'est le symbole pour concentration, est inconnue. C'est-à-dire que tu mets dans l'Erlenmeyer un volume que tu connais d'un acide ou d'une base dont la concentration est inconnue. On va rajouter aussi dans le mélange de ton acide ou de ta base dont la concentration est inconnue un indicateur de pH. Généralement, on va se servir d'un indicateur qui s'appelle la phénylphtaléine et qui va donner une couleur qui va être incolore quand la solution est acide et qui va devenir colorée genre rose fuchsia, donc cette couleur-ci, lorsque la solution devient basique. Donc,
lorsqu'elle va dépasser une certaine valeur de pH. Dans une burette graduée, donc ça s'appelle une burette graduée, graduée parce que ça va avoir des lignes qui vont indiquer un certain volume, on va ajouter, dépendant de qu'est-ce qu'on cherche. Donc, disons qu'on cherche la concentration d'un acide. On va mettre un certain volume. Donc, on va mettre un volume d'une base ou d'un acide dont la concentration, donc ça c'est le symbole concentration, est connue. Donc, tu connais la concentration de ce qui est dans la burette. Si c'est un acide que tu cherches à déterminer la concentration ici, tu vas ajouter une base. Si tu cherches à déterminer la concentration d'une base, tu vas ajouter un acide. Parce que dans le fond, tu veux faire une réaction de neutralisation. C'est-à-dire que tu veux utiliser le composé qui va faire que la réaction de neutralisation peut se produire. Si tu cherches la concentration inconnue d'un acide et que tu rajoutes un acide, ça ne donnera pas une réaction de neutralisation quand tu les mélanges. Donc ici, dans ta burette, tu vas mettre un certain volume de ta base pour déterminer la concentration d'un acide inconnu dans ton Erlenmeyer. Ici, c'est pas une plaque chauffante. Ici, c'est une plaque agitatrice dans laquelle tu vas avoir un agitateur parce que tu veux mélanger. Mais au lieu d'utiliser ça, tu peux toujours mélanger à la main à chaque fois que tu rajoutes des gouttes de ton volume, de ta base dans ton Erlenmeyer. Généralement, tu vas aussi te servir d'un support universel pour être capable de faire que tu n'as pas besoin de tenir cette burette pendant que tu fais l'expérience. Ici, il va y avoir un robinet. Donc, tu as un robinet ici. Et le but, c'est d'ajouter progressivement, donc goutte par goutte, le volume de ta base à ton acide et voir ce qui arrive. Au départ, quand tu mets une goutte, ça va faire une petite tache rose que quand tu mélanges ton acide, va disparaître. Parce que c'est encore une solution qui va rester acide. Au moment où tu arrives et que ta réaction de neutralisation est complète, le pH de la solution devrait être techniquement autour de 7. C'est-à-dire que c'est pas acide, c'est pas basique. L'indicateur de pH va encore être incolore. Mais si tu ajoutes une goutte de plus de base dans ta solution où tu as atteint ta neutralisation, ta solution va devenir basique. En devenant basique, tu vas voir apparaître une teinte rosée à cause que l'indicateur de pH va seulement devenir rose quand la solution devient basique. Naturellement, je sursimplifie parce que ce n'est pas exactement à 7 que ça arrive. Donc, tu as une échelle de pH de 0 à 14. 7, c'est neutre. De ce côté-ci, tu as une solution qui va être acide. Ici, tu as une solution neutre. Et ici, tu as une solution qui est basique ou alcaline. Quand tu dépasses une certaine valeur après que ça soit neutre, c'est là où l'indicateur va être rose, fuchsia. Donc, cette couleur-ci. Mais avant ça, ça va être incolore. Donc, tu as un acide dont la concentration est inconnue. Tu ajoutes progressivement une base, ce qui fait que tu deviens de plus en plus basique, donc de moins en moins acide parce que tu es en train de neutraliser l'acide. Quand tu arrives au pH neutre, donc un pH égal à 7, tu vas, encore une fois, ça va être incolore, mais dès que tu dépasses le 7, tu deviens basique, l'indicateur change de couleur. Et donc, l'objectif, c'est de faire un titrage qui fait que tu pars d'une couleur qui va être incolore à très légèrement rose. Très, très, très légèrement rose. Parce que plus que tu deviens basique, plus que ça devient rose. Donc, tu veux la limite minimum que tu peux percevoir d'une coloration rosée de ta solution pour montrer à quel moment tu as ajouté un petit peu plus de ta base pour dépasser la neutralisation et faire que la neutralisation soit complète. Maintenant, ça nous mène à quoi, ça? Bien, quand c'est neutre, si tu reviens à ton équation chimique équilibrée, disons que tu as un acide plus une base va donner de l'eau plus un sel. Donc, ça, ce serait ton sel. Je simplifie. Donc, ce serait BOH puis HA.
Donc, ça donne ton sel. Si c'est des rapports de 1 pour 1, ça veut dire que tu te retrouves à ce moment-ci dans une situation où tu as 0 de ton acide et 0 de ta base qui reste. Et que tu as produit 100% d'eau plus 100% de ton sel. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu es en proportion stoichiométrique. Le nombre de moles de ton acide, c'est HA, pas AH. Le nombre de moles de ton acide que tu as ajouté et qui a réagi va être égal au nombre de moles de ta base que tu as ajouté. Donc, à partir de ça, tu vas être capable d'obtenir le nombre de moles de ton acide dans ta solution inconnue. Pourquoi? Parce que tu connais la concentration de ta base. Donc, tu connais ses bases. Donc, la concentration de la base. Et tu sais aussi quel volume tu as ajouté de ta base. Donc, tu connais le volume de la base. Et on sait que le nombre de moles de la base va être égal à la concentration de la base fois le volume de la base. Donc, tu connais déjà le nombre de moles de ta base. Ce qui veut dire que tu peux trouver le nombre de moles de ton acide quand c'est neutre. Ce qui veut dire que si tu connais le volume de ton acide, avec le volume de ton acide et le nombre de moles de ton acide, tu peux trouver la concentration de ton acide. Parce que la concentration, c'est égal au nombre de moles sur le volume. Donc, à partir de la réaction de neutralisation et de l'indicateur de pH, tu sais à quel moment ou un petit peu avant quel moment tu vas atteindre la neutralisation où le nombre de moles d'acide et de base sont égales et équivalents. Tu connais le volume et la concentration de la base qui te donne le nombre de moles de base. Donc, tu connais le nombre de moles d'acide. Donc, tu peux déduire la concentration de ta solution initiale. Donc, comment est-ce qu'on résout un problème de titrage? Voici toutes les étapes, mais je vais vous montrer un exemple. Quel volume de NaOH, dont la concentration est de 0,201 mol par litre, est nécessaire pour neutraliser 20 ml d'acide chlorhydrique à 0,103 mol par litre lors d'un titrage acido-basique? Donc, c'est à quel moment où est-ce que le nombre de moles de ton acide va être égal au nombre de moles de ta base? Parce que si on fait l'équation chimique équilibrée, on sait que la base, donc le NaOH plus l'acide, vont réagir pour pouvoir former du chlorure de sodium aqueux plus de l'eau liquide. On voit que c'est un rapport de 1 pour 1 parce que c'est une équation chimique équilibrée ici. Donc, une mole de ma base va réagir avec une mole de l'acide. Donc, à quel moment est-ce que, lors de la neutralisation, j'ai 0? Donc, à neutralisation neutre, ça veut dire que j'ai 0 de mon acide, 0 de ma base, parce que ce n'est pas acide et ce n'est pas basique, et que j'ai fait 100% de mes produits. Donc, c'est à quel moment est-ce qu'on est là? Donc, pour être capable de déterminer la réponse, j'ai besoin de trouver le nombre de moles de mon acide. Et je peux faire ça, parce que j'ai 20 ml de mon acide à cette concentration. Donc, ça, c'est le volume. V va être égal à 0,02000 litres. Il faut le mettre en litres parce que les concentrations sont en mol par litre. Et on sait donc que, 1, le nombre de moles de HCl qui doit réagir complètement pour que ça soit neutre va être égal au volume de HCl, donc 0,02000, fois la concentration, donc 1,030, 0,02 fois 0,1030, qui nous donne 0,00206 mol. Donc, ici, il faudrait 3 4 chiffres significatifs. Donc, ça serait le nombre de moles qui doit complètement être neutralisé. On sait que, d'après l'équation chimique équilibrée, que une mole de NaOH va complètement neutraliser une mole de HCl. J'ai réellement
ce nombre-là de moles de HCl que je dois neutraliser. Donc, j'ai besoin de ce nombre-là de moles de NaOH. Donc, ma concentration de NaOH que j'ai besoin, si le volume, non, pas la concentration, le volume que j'ai besoin, ça c'est la question qu'on pose, pas la concentration. Donc, le volume de NaOH que j'ai besoin va être égal au nombre de moles, donc de NaOH, fois, non, divisé par la concentration de NaOH. Ici, le nombre de moles, c'est 0,00206, 0, divisé par la concentration 0,02, ça a l'air à 1, donc je vais mettre la virgule un petit peu plus clair, 2010, divisé par 0,2010, qui nous donne 0,0112, non, il manque un 0, 0,25 litres. Et ça, si vous voulez, vous pouvez le mettre en millilitres en disant que vous avez besoin de 10,25 millilitres de notre solution à cette concentration pour pouvoir neutraliser tout l'acide dans ce volume-là à cette concentration. Un autre problème que l'on peut faire dans cette situation-ci, on vous dit quel volume de HBr à cette concentration est nécessaire pour neutraliser 25 ml de KOH à cette concentration. Donc ici, je suis en train d'essayer de déterminer combien, c'est quoi ma concentration, pas ma concentration, mon volume de mon acide. Donc ici, c'est le même type de problème que là. C'est juste qu'au lieu que ça soit un volume connu et une concentration connue d'un acide, c'est un volume connu et une concentration connue d'une base. Mais ça suit le même principe. C'est un problème de stöchiométrie, donc il faut mettre l'équation chimique équilibrée. Donc ton acide réagit avec ta base en solution aqueuse pour pouvoir former un sel et de l'eau à l'état liquide. Cette équation chimique est déjà équilibrée, on n'a pas besoin d'ajouter des coefficients. Ensuite, on va devoir déterminer au point de neutralisation combien de moles de ta base tu dois neutraliser, parce que tu vas devoir utiliser le même nombre de moles de l'acide pour le neutraliser, parce que tu veux qu'à la fin, quand c'est neutre, qu'il ne reste aucun réactif. Donc, tout le KOH doit réagir avec une certaine quantité de HBr. Donc, première étape, on détermine le nombre de moles de KOH. Le nombre de moles de ta base va être le volume de ta base en litres, donc 0,02500, fois la concentration de ta base, qui est égale à ça. Donc, 0,025 fois 0,0158, ce qui nous donne 0,0003950 moles. D'après l'équation chimique équilibrée, 1 mol de HBr doit réagir avec 1 mol de KOH. Donc, si j'ai 0,00395 mol de KOH qui doit réagir, je dois utiliser 0,003950 mol de HBr. Donc, oups, pourquoi 4? Je ne sais pas. 3. Le volume de HBr va être égal au nombre de moles de HBr sur la concentration de HBr. Maintenant, juste pour ceux qui n'ont peut-être pas vu d'où vient cette formule, ben, elle vient juste du fait que la concentration est égale au nombre de moles sur le volume. C'est-à-dire que si je veux isoler le volume, il faut que je multiplie par le volume des deux côtés. Et ensuite, ça va me donner le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume.
que je peux ensuite maintenant isoler le volume en divisant par la concentration des deux côtés. Donc, à la fin, il me reste le volume est égal au nombre de moles divisé par la concentration. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai le nombre de moles de HBr qui doit réagir pour neutraliser toute ma base, divisé par sa concentration qui est de 0,1060 moles, divisé par 0,106, ce qui nous donne 0,03726 litres, donc 37,26 millilitres. Maintenant, certains d'entre vous, je le sais parce que ça arrive à chaque année, vont vouloir utiliser le C1V1 est égal à C2V2 que l'on a vu quand on a parlé de la dilution. C1V1 égale à C2V2, c'est pour essayer de déterminer ce qui va se passer lorsqu'on dilue une même solution. C'est-à-dire que la concentration et le volume, ça serait d'une solution, et la concentration 2 et le volume, volume 2, ça va être la même solution à laquelle on a ajouté de l'eau. Ici, on ne peut pas utiliser cette formule. Ça peut fonctionner et donner la même réponse, mais ce n'est pas cohérent. Ça ne fonctionne pas parce que cette formule, c'est juste pour une dissolution. Ceci est une neutralisation et n'est pas une dissolution. Ça va fonctionner, pourquoi? Bien parce que les coefficients stoichiométriques de mes réactifs sont des coefficients de 1 pour 1. C'est la seule raison que certaines personnes, s'ils utilisent cette formule pour résoudre ce problème, vont arriver à trouver à la bonne réponse parce que le coefficient ici, c'est 1 pour 1. Mais si à l'évaluation sommative, je vous donne une réaction de neutralisation où les coefficients ne sont pas de 1 pour 1, tu ne pourras pas arriver au bon résultat en utilisant cette formule, qui est une formule erronée que tu ne devrais jamais utiliser lors de neutralisation parce que ça n'a pas de sens chimiquement et logiquement. OK, maintenant au prochain exemple. Pour neutraliser un échantillon de 10 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium, il faut 23,3 ml d'acide nitrique à cette concentration. Quelle est la concentration molaire volumique de la solution d'hydroxyde de calcium? Donc, c'est un exemple qui montre vraiment le titrage en tant que tel. Imaginez que vous avez votre Erlenmeyer dans lequel vous avez ajouté, ici, notre inconnu, c'est ton hydroxyde de calcium. Donc, tu as une solution d'hydroxyde de calcium, CaOH2, qui est aqueux. On a rajouté un certain volume connu qui est de 10 millilitres. Donc, si je ne vais peut-être pas mettre les zéros, mais c'est de 10 millilitres. Ensuite, on a notre burette graduée dans lequel on a un robinet et ici, on a un petit embout. Et dans notre burette graduée, on va avoir rajouté un certain volume d'acide nitrique, donc une solution d'acide nitrique HNO3, qui est aqueux et dont la concentration est connue. Ici, on a un volume connu, donc le volume de ton acide, c'est un volume qui, dans la burette, dans le fond, ça peut être un grand volume. Et on va avoir une concentration qui est connue, donc 0,0200 mol par litre. Donc ici, on connaît la concentration par litre, puisque ce qu'on cherche, c'est la concentration de ta base. On va mettre aussi un indicateur de pH. Ici, on va le mettre encore ici, ça va être rose. La solution va être rose parce que c'est une solution basique. Mais quand ça va dépasser le point de neutralisation, ça va devenir légèrement acide et donc ça va devenir incolore, notre solution. Le volume, la raison pourquoi je n'ai pas dit c'était quoi le volume, c'est parce que pour connaître ce volume-là, c'est pas le volume dans ta burette. C'est le volume ajouté de ta burette à ta solution. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain volume qui va s'être écoulé dans ta solution et le volume qui va avoir été ajouté pour changer la couleur de rose à incolore, c'est le volume de ton
acide nitrique qui a été ajouté, qui est de 23,3 millilitres. Donc, ça prend 23,3 millilitres de ton acide nitrique à cette concentration pour neutraliser 10 millilitres de cette solution de l'hydroxyde de calcium dont la concentration est inconnue. Maintenant, on sait qu'au point de neutralisation, la quantité d'acide nitrique ajouté va faire en sorte que tu vas avoir fait réagir toute l'hydroxyde de calcium dans ta solution. Maintenant, ce n'est pas un rapport de 1 pour 1 ici, parce que si tu fais l'équation chimique équilibrée, tu as ta base, l'hydroxyde de calcium, aqueux, qui réagit avec ton acide nitrique HNO3 aqueux pour former du nitrate de calcium CaNO3 aqueux plus de l'eau. Comme tu peux voir, ce n'est pas une équation chimique équilibrée avec des rapports de 1 pour 1. Il faut que tu changes tes rapports. Donc ici, il faut que je mette un 2. J'ai oublié de mettre le 2 là. On sait que j'ai besoin de 2 nitrates. Et ici, en faisant ça, j'ai un calcium, 2 nitrates, 4 hydrogènes. Donc, j'ai besoin d'un 2 ici et 2 hydrogènes là. Donc là, maintenant, j'ai mon équation chimique équilibrée. C'est-à-dire qu'au point de neutralisation, pour que ça y ait tout l'hydroxyde de calcium qui réagisse, tu as besoin de 2 fois plus de moles d'acide nitrique. Et ça va être important pour résoudre le problème. Et donc, pour répondre à cette question-là, on doit premièrement, donc la première étape, ça va être déterminer combien de moles d'acide nitrique a été ajouté pour neutraliser le 10 ml d'hydroxyde de calcium. On connaît le volume, on connaît la concentration du volume qui a été ajouté, donc on peut trouver le nombre de moles. Donc, le nombre de moles d'acide nitrique qui a réagi va être égal au volume d'acide nitrique ajouté en litres, donc 0,02330, fois la concentration qui est de 0,02000. Donc, si on fait notre calcul, 0,0233 fois 0,02, ça nous donne 0,00460 moles. Donc, ça, c'est le nombre de moles d'acide qui a dû être ajouté pour complètement tout faire réagir le nombre de moles d'hydroxyde de calcium dans le millilitre, le 10 millilitres de ta solution dont la concentration est inconnue. On sait que d'après l'équation chimique équilibrée, une mole d'hydroxyde de calcium doit réagir avec 2 moles d'acide nitrique pour réagir complètement. On a réellement 0,00460 moles d'acide nitrique. Donc, il faut qu'on détermine c'est quoi le multiple qui permet de passer de là à là. Donc, ça va être 0,04622 divisé par 2. Donc, ici, ça va être fois 0,00460 divisé par 2. Divisé par 2. Et ça nous donne 0,0023330 moles d'hydroxyde de calcium. Donc, on sait que parce qu'on a ajouté 23 millilitres d'acide nitrique dont la concentration est de 0,02, on sait que ça veut dire qu'on a ajouté 0,00466 moles d'acide nitrique. Étant donné que c'est un rapport de 1 hydroxyde de calcium pour 2 acides nitriques, on sait qu'on a dû avoir fait réagir ce nombre-là de moles d'hydroxyde de calcium et donc qu'il y a ce nombre-là de moles d'hydroxyde de calcium dans ma solution de 10 ml dont la concentration est inconnue. Donc maintenant, on peut déterminer c'est quoi la concentration. La concentration d'hydroxyde de calcium dans ma solution va être égale au nombre de moles d'hydroxyde de calcium qui a dû réagir pour que ça devienne neutre, divisé par le volume de ma solution en litres. Donc, n'oubliez pas que ça doit toujours être en litres. Donc, divisé par 0,01. Ça nous donne 0, oh, problème technique. Et là, malheureusement, ça a tout disparu. Donc, imaginez que
il reste toute l'information ici parce que ça ne me tente pas de recommencer à zéro. Donc, on était rendu à l'hydroxyde de calcium, CaOH2, est égal au nombre de moles. Donc, ici, fois 0,1. Donc, 0,00023330 divisé par 10 millilitres. Et ça nous donne 0,02330 litres. Donc, on peut dire que c'est 23 moles par litre plutôt. Pourquoi j'ai mis litres? Moles par litre. Et donc, ça, c'est notre concentration de notre base inconnue, de notre solution inconnue. Si tu essayes de faire et de résoudre ce problème avec C1V1 égale à C2V2, tu n'arriveras pas à obtenir la bonne réponse parce que, C1V1, c'est pour égale à C2V2, c'est pour une dilution. Et, comme j'ai dit, la seule façon que ça peut fonctionner et donner le bon résultat par hasard, c'est parce que les rapports sont de 1 pour 1 dans certaines réactions de neutralisation. Ici, cette réaction de neutralisation, c'est un rapport de 1 pour 2, et donc C1V1 égale à C2V2 ne fonctionnera jamais. Ça veut dire que même si les rapports sont de 1 pour 1 à l'évaluation sommative, lors de la neutralisation, je ne veux pas voir C1V1 égale à C2V2 pour une neutralisation. Ça, c'est seulement pour une dilution, pour être capable de déterminer un volume, le volume final de ta solution après dilution, ou la concentration finale d'une solution après dilution, ou n'importe quel problème résultant d'une dilution, mais pas d'une réaction de neutralisation. La dernière chose que je vais mentionner, c'est les indicateurs acido-basiques, c'est-à-dire qu'il en existe plusieurs, et chaque indicateur va avoir une zone de virage qui peut être légèrement différente. Donc, nous, on prend pour acquis que la zone de virage est un pH de 7, mais il y a certains indicateurs de pH que leur zone de virage peut être plus haute que 7. Donc, si on regarde l'exemple de la phénolphtaline, qui est celui-là qu'on utilise le plus souvent en laboratoire et qui donne la couleur rose fuchsia, la phénolphtaline a cette structure moléculaire. Lorsque c'est dans une solution acide, la solution est incolore. Par contre, lorsque le pH change à une solution qui devient basique, la molécule elle-même va s'ioniser et en s'ionisant, ça va faire en sorte que ses propriétés physiques vont changer et elle va maintenant avoir une coloration qui va être fuchsia, qui est comme un rose mauve brillant. Ben, pas brillant comme, il n'y a pas de lumière, là, mais comme rose mauve vraiment éclatant. Et ce qui va arriver, c'est ce changement léger de couleur-là qui va nous indiquer qu'on a dépassé un petit peu la région de neutralisation. Donc, dans le fond, un titrage, c'est une estimation de la neutralisation parce qu'on a dépassé un petit peu ce point de neutralisation pour que ça soit un petit peu basique. Mais la quantité que l'on a ajoutée de ta base, par exemple, va être tellement négligeable qu'on va prendre pour acquis que ça va nous donner une valeur estimée de la concentration qui est proche de la réalité ou très proche de la réalité. La phénolphtaline a un point de virage qui est autour d'un pH de 8. C'est-à-dire que dès qu'on voit la coloration rose, ça nous indique que la solution maintenant, elle est plus à un pH de 7, elle est à un pH de 8. Parce que de 0 à 8, c'est incolore, et de 8 à 10, ça devient coloration rosée. Et donc, nous, l'objectif, c'est d'utiliser les propriétés physiques qui sont qualitatives, donc l'observation de la coloration rosée, pour essayer d'estimer à quelle quantité de ta base, donc quelle quantité en mol de ta base a été capable de neutraliser tout ton acide, et un petit peu plus pour que ça devienne un peu plus basique. Donc, naturellement, ce n'est pas quelque chose qui est hyper précis à 100%. Il y a beaucoup de facteurs d'erreur qui rentrent en jeu. Par contre, la valeur estimée de la concentration est généralement, si ta coloration de ta solution est presque à peine rose, est très, très proche de ce qu'elle devrait être normalement et n'est pas surestimée. C'est pour ça que c'est important l'année prochaine, quand vous allez faire des titrages, parce que vous allez en faire l'année prochaine en 12e année, de faire attention au point de virage et de vous assurer que votre coloration de votre solution ne soit pas très, très rose ou très, très mauve. Parce que si la coloration est très intense, ça veut dire que vous avez de loin dépassé le point de virage. Vous avez ajouté plus de votre base à une certaine concentration connue
que vous êtes supposé d'avoir ajouté pour neutraliser tout ton acide, puisque là, tu es rendu dans une solution qui est basique. Et donc, vous allez devoir faire attention à vos titrages éventuellement. Malheureusement, cette année, on n'a pas l'opportunité d'en faire un, mais l'année prochaine, vous allez définitivement avoir la chance d'en faire un. Je dis définitivement, mais j'espère que vous allez avoir la chance d'en faire